kɛlɛ kɔni bɔra yɔrɔ la an t'a dɔn dɛ salon kɛlɛ bɔra mɔgɔ caman fara ɲinɛ fana mɔgɔ caman fagara ne fa yɛrɛ ka bagan bɛɛ gɛnna foyi t'an bolo o taara ka kamalen ninnu sɔrɔ yen nɔ k'o minɛ ka taa faga kungo kɔnɔ k'a kɛ dingɛ kelen k'a kɛ. Il y a plusieurs ethnies au centre du Mali. Parmi eux, des Dogons, traditionnellement agriculteurs, et des Peuls, éleveurs. Après 2012 et les attaques des groupes terroristes au nord du Mali, les tensions entre Dogons et Peuls augmentent et sont attisées. Des civils sont massacrés des deux côtés. En 2018, des milliers d'habitants fuient vers Bamako et le sud du Mali. Salut, je suis Mamadou au Mali. Cela fait environ 2 ans que je vivais à l'étranger pour des raisons d'études. Je suis de retour il y a seulement quelques mois. Mais à vrai dire, je ne reconnais plus le Mali. Plus de 500 personnes ont été tuées au centre. Certains parlent de conflits communautaires. Mais comment cela a-t-il pu arriver? Surtout quand on sait que ces populations ont toujours vécu en bonne intelligence. Avec des amis, Peuls, Dogons, Bambara, tout simplement des jeunes Maliens, nous avons essayé de comprendre ce qui se passe. Et je suis sûr que cela vous intéresse. On en parle autour d'un grain, une causerie avec mes amis qui sont tous originaires de la région de Mopti, au centre du Mali. Ils viennent tuer des vieillards, des enfants innocents. Et en partant, ils ramassent tous les bétails pour partir. Les médias font écho quand il y a une dizaine de morts. Sinon, il n'y a pas un jour qui passe où on dit une personne. C'est une psychose qui règne. Moi, mon tonton a été tué. Et 1000 têtes de bétail ont été emportées. Ça veut dire que nous ne sommes pas loin de la famine. Deuxièmement, hier tout près, il y a un de mes frères qui s'appelle Bourema Témé qui a été tué. Donc ça veut dire que nous vivons, nous sommes dans la psychose totale, nous vivons, n'est-ce pas, l'insécurité totale. Mon propre jeune frère, que j'appelais tous les jours pour ne pas rejoindre ces djihadistes, a été malheureusement tué par ceux-là même qui devaient le protéger, l'armée malienne. À Bamako, les déplacés s'installent sur des tas d'immondices dans le quartier Faladier et ils se répartissent en 2 campements, les Peuls d'un côté et les Dogons de l'autre. Mɔgɔ nana k'an gɛn k'an ka yɔrɔ jeni k'an ka misi ta ka taa n'a ye an fɛnɛ bolila ka bɔ yen an ka mɔgɔ minnu banna u ka ca ni mɔgɔ tan ye. n nana fɔ sen 3 o bagala an ka mɔgɔ ma o y'an ka balo bɛɛ jeni an ka mɔgɔ an ka dugu kɛrɛfɛ o nana baga wulu ma o y'o ka malo ɲɔ jeni o y'o ka saga kɛ dɔ ye bolo mambili bɛ yen dɔ ye bolo ɲɔgɔnmin bɛ yen dɔ ye bolo misi bɛ yen o y'a bɛɛ gɛn. E ka misiw taara e yɛrɛ ka dɔgɔnin fagara e kɔrɔkɛ fagara e bɛna mun de fɔ? Il y a 3 types de combattants aujourd'hui au centre. Il y a des groupes terroristes, il y a des miliciens ou groupes d'autodéfense, appelez-le comme vous voulez, et il y a des brigands, des grands voleurs, on appelle les kérérés. C'est des grands bandits armés qui circulent, qui volent des bétails. Et ça a toujours existé dans la région des Mopti. Ils sont généralement d'origine d'autres pays, qui sont armés aujourd'hui et qui profitent du chaos. Ces massacres interviennent alors qu'en plus des forces armées maliennes, plus de 13 000 casques-bleus de l'ONU, environ 4 500 militaires français de l'opération Barkhane et des militaires du G5 Sahel sont actuellement déployés sur le sol malien. J'ai tout le temps critiqué le mutisme, le silence, n'est-ce pas, des forces internationales. Ils sont tellement nombreux ici, mais j'aurais appris aussi qu'ils travaillent sur la base des textes. Les textes qui ne leur permettent pas, n'est-ce pas, de travailler dans les centres de Mali. Ils se focalisent uniquement au nord. Mais ces derniers temps, ils ont pris une résolution leur permettant d'intervenir rapidement dans le centre. Ça, c'est vraiment, je crois que c'est une bonne nouvelle. Mais on les accuse quand même. On ne comprend pas leur silence parce que le drame a atteint un tel niveau et ils n'interviennent pas pendant qu'ils sont là. Le gros souci pour mes amis en ce moment, c'est l'avènement des groupes d'autodéfense formés par telle ou telle communauté. La création des milices depuis 2016 à nos jours, je vous assure que les choses se sont très compliquées et il n'y aura même pas une porte de sortie sans que ces milices soient démantelées. Tico, il y a une très grande incohérence quand il dit tantôt que ces gens qui se sont regroupés sont des terroristes. Est-ce que les terroristes... Laissez-moi terminer. La question des milices divise et ça se comprend. Elles sont fréquemment accusées de commettre des massacres. La conséquence, elle est claire. Les habitants sont sur les routes et ne peuvent plus retourner au centre du Mali. Maintenant, je commence à comprendre que les causes de la crise sont complexes. Comment en sommes-nous arrivés à un tel degré de violence? Comment vivaient ces populations avant cette crise? Et comment étaient réglés les conflits avant?
La réponse à ces interrogations dans notre prochain épisode. Nous avons fait ça à Méta, nous avons fait ça au Bénin, en influence monocadi. Donc, nous avons fait ça. Nous avons fait ça, nous avons fait ça, donc nous avons fait ça. Donc, nous avons fait ça, nous avons fait ça. Il y a plusieurs ethnies au centre du Mali. Parmi eux, des Dogons, traditionnellement agriculteurs, et des Peuls, éleveurs. Après 2012 et les attaques des groupes terroristes au nord du Mali, les tensions entre Dogons et Peuls augmentent et sont attisées. Des civils sont massacrés des deux côtés. En 2018, des milliers d'habitants fuient vers Bamako et le sud du Mali. Salut, je suis Mamadou à Bamako. Toujours pour essayer de comprendre ce qui se passe au centre du Mali. Avec les amis, nous allons voir comment est-ce que les populations vivaient avant, comment ils réglaient leurs conflits et comment nous en sommes arrivés aujourd'hui à un tel degré de violence. Nos bétails sont gardés par une famille Peul. Et si notre papa voyage, il confie la famille, n'est-ce pas, au Peul là, qui devient notre papa. On a baptisé un de nos masques du nom des Peuls en reconnaissance de la relation, de la vie qui a toujours existé entre nous. Chacun avait une activité liée à son ethnie. Donc cette interdépendance faisait que les gens vivaient vraiment en harmonie. Certes, il y a eu parfois quelques tensions, mais ça se réglait calmement et sans les armes. Ils arrivaient à trouver des solutions, des formules de règlement du conflit. Un Peul et un Dogon se sont bagarrés autour d'une histoire d'une vache d'un Peul qui était rentrée dans le champ du Dogon. Donc le chef du village qui avait la dernière décision, a sanctionné le Peul de payer à la chefferie 5 kg de céréales et au Dogon 5 litres de lait. Donc il fait exprès, parce que le Dogon n'étant pas éleveur aura besoin du lait pour payer l'amende. Et le Peul étant éleveur n'étant pas agriculteur aura besoin de céréales. Donc le Dogon est obligé d'aller dans l'hameau Peul pour aller chercher du lait pour venir payer son amende. Et le Peul est obligé de venir chez le Dogon chercher du céréales. Donc obligatoirement le contact va se créer, que tu le veux ou pas. Avec les effets du changement climatique, c'est la plupart de ces mécanismes, notamment la charte pastorale, n'est plus en phase avec les manifestations climatiques actuelles. L'accès facile aux armes qui est venu amplifier les tensions et la présence de groupes extrémistes violents qui a été utilisé par certains acteurs pour régler les différends avec d'autres, a fait qu'on assiste à beaucoup plus de violence dans ces conflits. C'est triste, mais actuellement c'est au-delà de ce qu'on peut considérer comme conflit entre éleveurs et agriculteurs. La crise du Nord aidant, la prolifération des armes, des groupes entre guillemets terroristes se sont installés au centre. Ils sont arrivés à prendre en charge les frustrations de certaines personnes. Là, une pause s'impose pour comprendre un peu d'où viennent ces groupes extrémistes. En 2011, le guide libyen Muammar Kadhafi est mort. Dans son armée, il y avait des militaires d'origine malienne. Ces derniers viennent au nord du Mali et créent une rébellion. Profitant de ce chaos, les groupes extrémistes occupent les 3 régions du nord et une partie du centre. En 2013, l'intervention franco-africaine les chasse. À partir de 2015, un nouveau groupe, le Front de libération du Massina, dirigé par un prédicateur Peul, voit le jour. Le mouvement lance plusieurs attaques dans les différentes localités du centre. Comme l'armée était absente, les populations, pour se protéger, créent des groupes d'autodéfense. Ces groupes sont devenus à la suite communautaires et cela a aggravé les choses. On a l'impression justement que c'est un conflit intercommunautaire ou intracommunautaire et on veut ramener la question à cette seule dimension qui existe bien entendu de façon historique mais qui n'est pas la seule dimension présente dans ces localités-là. Depuis la création de ces milices, je vous assure que c'est en ce moment que les tueries ont plus d'ampleur. C'est en ce moment qu'on a commencé à compter chaque jour des morts d'hommes, des civils. C'est en ce moment qu'on a vu des nourrissons de 8 jours mourir, périr dans des flammes. Moi, je suis d'accord qu'il y ait de milices. Parce que les milices là qui sont là-bas sont quand même ils se sont substitués à un vide. L'État essaie d'intervenir face à ces violences, mais le rôle de l'armée reste controversé. En intensifiant par exemple les arrestations arbitraires, en général, on vient dans un village où il est un village Peul, par exemple, ça, il est dans mon propre village, ils rentrent, ils tabassent tout le monde, ils cassent les boutiques, ils prennent tout ce qu'ils trouvent, les mines et tout, ils frappent des gens, donc ils traumatisent, ils dérangent. Quand il veut aller dans un marché,
Par exemple, dans un autre village, tu empruntes un véhicule, avant d'arriver, on t'arrête, on vérifie, on te fait descendre, souvent on t'élimine, souvent on t'arrête, on t'amène à Bamako, à Mouti, ainsi de suite. On ne combat pas le terrorisme seulement avec des balles et des hélicoptères. On combat le terrorisme avec la collaboration avec les populations. Mais aujourd'hui, les populations n'ont plus confiance en notre armée. Au fait, au départ, même avant la création des milices, l'armée, il y a eu des preuves contre l'armée dans les exactions. Avec la descente des groupes extrémistes violents, donc des groupes terroristes vers le centre du pays, du nord vers le centre du pays, certaines positions avaient été abandonnées par l'armée. Et ces positions, sans être reprises, les communautés ont eu le sentiment qu'elles sont laissées pour compte. Les violences causées par les groupes extrémistes et les mesures restrictives prises par l'État tuent l'économie, ce qui a tendance à favoriser la radicalisation des jeunes. Dans la région de Mopti, les jeunes, la plupart, leur activité principale, c'est le guide, donc le tourisme. Donc quand il n'y a pas de tourisme, donc il n'y a pas de guide. Depuis que les touristes sont partis, il n'y a pas eu, n'est-ce pas, de solution palliative. C'est ça aussi, nous aussi, nos dirigeants. Ils n'anticipent pas. Et oui, beaucoup de jeunes désespérés sont tentés de rejoindre les groupes extrémistes. C'est fou. Le Mali est un pays pacifiste. Pourtant, comment les populations Peul et Dogon ont-elles été instrumentalisées? Quelle est la part de la religion dans cette crise? Par quels moyens le conflit est-il attisé? La réponse à ces interrogations dans notre prochain épisode. Un terroriste, il n'a pas d'ethnie, il n'a pas de religion, il n'a pas de nationalité. C'est vrai. C'est pas parce que Koufa il est Peul qu'il faut menacer le Peul. Il y a plusieurs ethnies au centre du Mali. Parmi eux, des Dogons, traditionnellement agriculteurs, et des Peuls, éleveurs. Après 2012 et les attaques des groupes terroristes au nord du Mali, les tensions entre Dogons et Peuls augmentent et sont attisées. Des civils sont massacrés des deux côtés. En 2018, des milliers d'habitants fuient vers Bamako et le sud du Mali. Salut, je suis Mamadou et j'essaie toujours de comprendre la crise qui secoue le centre du Mali. Il y a deux armes très efficaces qui attisent la haine dans les pays en conflit. La rumeur et les amalgames. Malheureusement, le Mali ne fait pas exception à cette règle. Comment ces bruits se propagent-ils et comment ces bruits augmentent les tensions? Allons au grain retrouver mes amis pour en savoir davantage. Après l'attaque de Djoura, où 23 militaires maliens ont été tués, je connais une personne qui a perdu un frère dans cette attaque-là, qui est de mon quartier. Quand on a échangé, vous avez la phrase qu'il m'a dit. Il m'a dit, vos frères Peul ont tué mon frère. Et ça, c'est dans mon quartier à Bamako ici. Pour lui, les Peul ont tué son frère à Mopti. Ces jours-là, je me suis inquiété, j'ai dit, ok, là, si aujourd'hui, on lui donne une arme pour se venger, directement il va tirer sur moi. Ces terroristes Peul, les premières personnes qu'ils ont attaquées, c'est des Peuls comme eux. Donc, il ne faut pas accuser toute la communauté Peul d'être de connivence ou de pactiser avec les djihadistes. Mais il y a d'autres préjugés qui attisent les haines. Par exemple, à propos des Dozo. Les Dozo sont traditionnellement des chasseurs et ils appartiennent à plusieurs communautés ici au Mali. Mais avec la crise, le raccourci est très vite fait. Certains n'hésitent pas à les confondre tous à des tueurs et comme appartenant à la communauté Dogon. Les gens même ont oublié que dans toutes les communautés, il y a des Dozo. Comme au centre, par exemple, on voit une vidéo où le monsieur a coupé la tête de quelqu'un. C'est des Dozo du centre, c'est même pas des Dogons. C'est des Bamana qui parlent Bamanaka qui ne savent même pas c'est quoi le pays Dogon. Pour faire adhérer à leur cause, les djihadistes se justifient en parlant de religion. Leurs exactions sont pourtant bien loin de l'islam tolérant qui est traditionnellement pratiqué au Mali. Ils le font au nom de la religion. Or, en réalité, la religion n'a jamais dit d'aller éliminer des enfants, d'aller éliminer des femmes enceintes, d'éventrer des femmes. La religion est utilisée comme un moyen de manipulation. Les vrais djihad, c'est ceux qui cherchent à vraiment éduquer la population et à les pousser vers la religion de façon pacifique. C'est ça le djihad. Cette confession musulmane est pratiquée diversement suivant les localités. Autant par exemple dans la région de Gao, dans les localités comme Ansongo, on retrouve un islam rigoureux qu'on appelle communément islam, une pratique wahhabiste. Autant à côté, dans la région de Tombouctou, c'est beaucoup plus une pratique culturelle malékite, donc un islam beaucoup plus modéré. Mais dans tous les cas, ce qu'on observe, l'observation générale, c'est que c'est une pratique religieuse tolérante. Certains médias véhiculent également des stéréotypes et clichés qui ont tendance à nourrir la haine entre les différentes communautés. Les attitudes de certains journalistes font honte à la profession. Un confrère journaliste qui est censé apaiser les cœurs a dit « Tous les Peuls ne sont pas des terroristes. » Mais il dit « Mais tous les terroristes actuellement qui ont pris les armes qui tuent au nord sont des Peuls. »
J'ai dit non, tu ne dois pas tenir ces gens de discours en tant qu'un journaliste. Tu vas dire, tu as vu un combattant qui a une arme qui est Peul. Mais il ne combat pas au nom des Peuls, il combat à son nom. Par exemple, ils ont arrêté un jeune qui avait des armes. Et le journaliste qui a eu l'information a écrit qu'un jeune Dogon arrêté avec les armes. Peut-être que c'est un braqueur. Peut-être que les armes sont destinées effectivement à son village, mais il n'est pas combattant de Dana Massaou. Parce qu'aujourd'hui, avec l'absence de l'État, on l'a dit, chaque village s'organise aujourd'hui pour se protéger. Mais les rumeurs, en général, par exemple, si moi j'appelle Témé pour lui dire qu'il y a eu ceci, tout de suite dans un village, au lieu de relayer ce que j'ai dit, il peut augmenter sans vérifier. Ou bien il peut, sans chercher à savoir, véhiculer l'information alors qu'il est très important de faire des recoupements, d'appeler au minimum 1, 2, 3, 4, 5 personnes pour avoir la confirmation que quelque chose s'est passé et tu fais la comparaison et tu dis bon ça doit être vrai parce que plusieurs personnes m'ont répété la même chose avant de donner l'information. Il faut traiter. Dernier accusé dans cette course aux amalgames, l'État malien lui-même qui a commis de nombreuses erreurs de communication. Au fait, au début, l'État a très mal communiqué. Tout le monde a vu circuler le tweet du contre-officiel de l'armée malienne disant de Peuls ont attaqué. Et ça a participé vraiment à donner l'image à tous les Maliens que les terroristes qui sont au centre de Mali, c'est de Peuls. Donc cette image a été véhiculée au début. Après, ils ont arrêté, c'est vrai, mais le mal était déjà fait. Ouais. Ça, c'est très important. À tout ça, il faut ajouter le rôle de WhatsApp, où beaucoup de fake news et d'appels à la haine circulent dans les langues locales. En plus, même pas besoin de savoir lire, les messages peuvent être tout simplement oraux. Ça a tellement créé des psychoses à Banyangara que certaines familles ont plié bagage pour partir. Avant que le démenti n'arrive, avant que le démenti circule, mais personne n'a eu le vocal pour écouter. Donc moi je considère ça comme le plus grand fake news au Mali. Moi j'ai des amis Dogon qui me montrent des vidéos, alors que des vidéos là même ne sont pas maliennes. Des vidéos tournées au Tchad, au Nigeria, au Cameroun. On les balance sur WhatsApp pour leur dire que c'est au pays Dogon et ils croient en ça. Il faut regarder la tenue. Est-ce que nos policiers ont cette tenue-là? Est-ce que nos armées la portent cette tenue-là? C'est pas pareil. Les préjugés et les fake news fragilisent profondément la cohésion sociale. C'est pourquoi les organisations de la société civile qui travaillent pour la paix ont un rôle essentiel à jouer. Comment les jeunes Maliens s'organisent pour le retour de la paix? Dans notre prochain épisode, nous irons voir les initiatives entreprises par ces jeunes. Au niveau du boulevard de l'Indépendance, nous avons marché. À l'issue de la marche, nous avons fait un manifeste qu'on a remis aux autorités, à beaucoup de ministres. Quel a été notre message? C'est de leur dire tout simplement que nous, ce sont nos parents qui sont victimes de cette situation et ils ne sont pas loin de la famille également. Il y a plusieurs ethnies au centre du Mali. Parmi eux, des Dogons, traditionnellement agriculteurs, et des Peuls, éleveurs. Après 2012 et les attaques des groupes terroristes au nord du Mali, les tensions entre Dogons et Peuls augmentent et sont attisées. Des civils sont massacrés des deux côtés. En 2018, des milliers d'habitants fuient vers Bamako et le sud du Mali. Bonjour. Pour porter assistance aux personnes victimes du conflit au centre du Mali, des organisations de la société civile font un travail remarquable. Dans ce nouvel épisode de notre série, nous vous invitons à découvrir les initiatives en faveur de la paix. Le premier travail, c'était d'abord consisté à sensibiliser. Nous avons confectionné des t-shirts et sur lesquels c'est écrit Batru Inagoto. Batru en Dogon, ça veut dire même père, et Inagoto en Peul, ça veut dire même mère. Donc, la deuxième action a été de mettre la pression à travers des vidéos, à travers des dénonciations sur les réseaux sociaux. Et nous avons vu que nous avons pu obtenir, on peut le dire comme ça, la visite des plus hautes autorités. Lorsque vous venez sur ces sites, vous les voyez pieds nus, vraiment en train de chercher de quoi mettre sous la dent dans des tas d'ordures. Ça ne peut pas laisser quelqu'un indifférent. Nous avons rencontré une femme. La femme était très affaiblie. Elle a vu son mari qui a été égorgé sous ses yeux, 3 de ses enfants qui ont été égorgés. Elle était vraiment traumatisée. Elle continuait à dire que son mari allait venir, son mari allait venir. Et il a fallu vraiment du temps pour que nous l'expliquions que malheureusement, qu'elle devrait accepter. Dans le camp de réfugiés à Bamako, j'ai été vraiment choqué de voir dans quelles conditions vivaient les personnes déplacées du centre. Ce genre de camps misérables, on avait plutôt l'habitude de les voir soit à la télé, soit ailleurs. Je ne peux pas comprendre que cela se passe aujourd'hui au Mali. Heureusement qu'il y a de plus en plus de mouvements qui se mobilisent en faveur de la paix. L'objectif du collectif Stop Trop de Morts, c'est de contribuer à faire baisser les tensions
née de cette situation du centre à travers la sensibilisation de l'opinion nationale, mais aussi à travers de l'influence politique pour pousser le pouvoir public à pouvoir agir très rapidement, à pouvoir faire face aux besoins des populations du centre, mais surtout de sécuriser les populations qui sont restées à elles-mêmes. Et le troisième volet, c'est le dialogue social. La solution que nous, jeunesse de la région de Mopti, ou du centre du moins, avons trouvé, c'est de nous mettre ensemble autour d'une plateforme qu'on a appelée Ensemble Sauvons la région de Mopti. On a entrepris des activités comme un tournoi de foot, une soirée de téléthon où on va récolter des dons pour aller remettre aux déplacés. Je suis membre de la plateforme Sauvons la région de Mopti. Nous sommes dans la dynamique de communiquer pour que les gens ne prennent pas le problème sous le prisme, n'est-ce pas, communautaire. Nous sommes allés à la rencontre de certains leaders religieux et de leur faire asseoir pour qu'ils lancent un message d'apaisement. Quand ils lancent quand même un message, ça a un impact réel. La nuit, quand la mosquée est remplie de jeunes, on comprend. Mais aux heures de pointe, aux heures ouvrables, quand des jeunes remplissent les mosquées, ça veut dire qu'ils sont au chômage. Donc c'est des bombes à retardement. Et ils peuvent facilement se radicaliser dans les mosquées. Donc moi je partage son avis. La pauvreté est une raison. Si moi je n'ai pas les moyens de payer un thé, si quelqu'un peut me payer un carton de thé et me dit de le suivre, je vais le suivre. Dans mes activités de blogging, d'écriture, ce que j'ai pu faire qui est très important pour moi, c'est des appels. Chaque fois, les jeunes que je connais, je les appelle au téléphone et il m'arrive très souvent de leur dire de ne pas rejoindre ces jeunes-là. Ce n'est pas la solution, ces jeunes-là. Dogon, Peul, nous sommes tous victimes. Vous avez vu, non? Il y a eu Okosagou, il y a eu Sobanda, un peu partout. Donc nous sommes tous victimes. Donnons-nous la main, notre ennemi vient d'ailleurs. Vraiment, toutes ces initiatives pour la paix et le vivre ensemble me touchent. C'est ça le vrai Mali. Mais pour que l'harmonie revienne sur le long terme, il faut que l'État offre aux jeunes des possibilités d'emploi, que la justice s'applique de nouveau et que l'armée joue son rôle de protection. Il revient à l'armée de nous sécuriser. S'il y a eu création des groupements, n'est-ce pas, d'autodéfense, c'est parce qu'il y a eu un vide. Quand il y a eu Koulogo, si jamais les auteurs avaient été arrêtés et condamnés, il n'y aurait jamais Ogosagou, il n'y aurait jamais Sobanda. La justice est vraiment inexistante au centre. Il faut que la justice passe. Comment? Contre les milices qui tuent, pas seulement que, contre les militaires maliens reconnus comme ayant commis des exactions, il faut que la justice passe. Le principal souci semble être tout de même les armes, nombreuses dans le centre du Mali. Une paix durable nécessite un véritable désarmement. Le désarmement doit être construit à travers une offre de sécurité efficace et dont l'efficacité serait perçue par les communautés. Et quand on parvient à pacifier aujourd'hui ces localités, il faut très rapidement, sinon le faire parallèlement avec le processus de désarmement, répondre aux besoins élémentaires en termes de services sociaux de base. La mobilisation de ces jeunes donne du courage. C'est ça aussi le Mali. On peut désormais entrevoir une sortie de crise. Et les artistes également s'engagent. C'est le cas du slameur Sakarouz Bukal Agriab que nous irons rencontrer dans notre prochain épisode. Un peu d'art et d'islam pour mettre du baume dans leur cœur. Ils veulent que chaque soleil qui se lève nous rappelle les affres du 11 septembre, qu'on pense que chaque peul qui nous toise partageait avec Ben Laden la même chambre. Mais montrons-leur qu'un peuple bien soudé est le seul remède contre le terrorisme. Il y a plusieurs ethnies au centre du Mali. Parmi eux, des Dogons, traditionnellement agriculteurs, et des Peuls, éleveurs. Après 2012 et les attaques des groupes terroristes au nord du Mali, les tensions entre Dogons et Peuls augmentent et sont attisées. Des civils sont massacrés des deux côtés. En 2018, des milliers d'habitants fuient vers Bamako et le sud du Mali. À l'image des membres de la société civile malienne, certains artistes se mobilisent également. Dans ce dernier épisode consacré à notre série sur la crise au centre du Mali, nous irons à la rencontre de Sakarouz Bukal Agriab, un slameur malien. L'horizon est noir, l'amalgame aussi. La paix est provisoire, la raison aussi. Le chant de l'entente est faible, les esprits imperméables. L'obscurantisme joue son chef, les points cardinaux sont introuvables. On perd le nord, tellement concentré sur le sud. Le centre est presque mort, l'est et l'ouest ruminent leurs inquiétudes. Sur les mensonges qui nous diabolisent, les ethnies poussent les cornes. Les yeux perdus dans leur humeur, les consciences chopent le vertige profond. Quand l'arbre a les racines qui meurent, la sève ne nourrit plus le tronc. Dans les va-et-vient de nos doutes, c'est le diable qui s'installe, transformant nos routes en des périlleuses spirales. Sa queue entre nos doigts, notre incompréhension l'attire, parce qu'on a fait le choix de désormais nous assujettir. De les laisser nous fait peur,
pour grandir leurs entreprises, détromper nos cœurs dans les accusations qu'on ethnicise. Pendant qu'ils tuent nos frères, nous cherchons leur ethnie. Pendant qu'ils nous font la guerre, nos préjugés nous calomnient. Ils ne voudront jamais qu'on se réveille pour prendre conscience de l'enjeu. Mais quand nous ouvrirons les yeux, on verra le mensonge de leur vérité. On comprendra le dessein hideux du pourquoi ils veulent nous diviser. Faisons beaucoup attention à la psychose qu'ils véhiculent. Ils veulent diviser la nation et rendre mon peuple ridicule. Quand ils disent un village Peul attaqué par les chasseurs Dogon, on doit comprendre que ce qu'ils veulent, c'est de corrompre notre jargon. Quand ils disent un village Dogon incendié par des terroristes Peul, on doit comprendre que le fond, c'est de nous faire croire ce qu'ils veulent. Un chasseur ne tue que du gibier. Le Peul n'est pas une biche à ce qu'il paraît. Alors s'il arrive qu'il se fasse tuer, ne dites pas que c'est un Dozo Dogon qui l'a fait. De grâce, un Peul n'est pas un terroriste. Son bâton non plus n'est pas une Kalachnikov. Et s'il arrive que l'un d'eux soit sous influence djihadiste, peut-être qu'il a la place de son cerveau de la morve. Mais nous donnons libre cours à la haine. Les langues enfouissent les bombes sous les turbans. Peul ou Dogon deviennent parents à Ben Laden. Un terroriste est un malade qui veut détruire tous les hôpitaux, qui veut mourir dans une fusillade parce qu'il est incapable de desserrer les taux. Il ne veut pas affronter la misère. C'est pourquoi il est si fier de mourir. Il est prêt à nous faire la guerre parce qu'il a mal de nous voir sourire. C'est celui qui trouble la cité pour défendre sa cause perdue d'avance, mais qui veut nous faire gober que Dieu l'a choisi pour assurer sa défense. C'est celui qui veut que le lait du Peul ne sert plus au menu du Dogon et que le couscous du Dogon indispose le Peul et le fasse sortir de ses gonds. C'est celui qui brûle un village pour enflammer le cœur de toute une nation, qui multiplie les actes de pillage pour que l'union vole dans les éclats des accusations. C'est ce journaliste qui se sert de l'amalgame pour faire acheter son journal, qui utilise à mauvais escient les drames pour se nourrir de notre mal. C'est ce citoyen qui accuse Netini pour justifier son manque d'analyse, qui se perd dans la cacophonie des interprétations qu'on diabolise. C'est cet activiste qui balance une information sans mesurer les conséquences, qui manipule l'opinion de la nation pour le plaisir d'avoir de l'audience. C'est ce religieux qui attise la haine en prétextant les discours coraniques, qui utilise le nom de Dieu sans gêne pour défendre sa cause satanique. De lui, je voulais avoir peur. Mais celui qui a peur ne vit pas. La peur corrompt la bonne humeur et la pulvérise de l'odeur du trépas. Ils veulent qu'on arrête de vivre, qu'on fasse allégeance à leur folie, que notre homme qui doit nous suivre constitue pour nous une éternelle phobie. Ils veulent que nos rêves soient hantés par Boko Haram et que chaque soleil qui se lève regarde périr nos âmes. Mais tant que nous resterons soudés, ils ne pourront jamais nous diviser. Mais si un grain de riz prend le risque de se désolidariser, il tombera par le pas du couscoussier. Malien, Faranyoronka de fini qui se bali ka benyinti wofe. Nama Faranyoronka en benimisa. Voilà. Je n'ai pas la prétention de pouvoir slammer comme Sakarose, mais il est important aujourd'hui de désarmer nos mots afin de faire vivre au centre du Mali la paix qui a toujours régné dans cette zone. Merci de nous avoir suivis sur les haut-parleurs et à très bientôt pour d'autres vidéos.